C'est parti. Bonjour. Vous vous présentez peut-être? Je m'appelle Chasseur-Leclerc et je suis élève dans le lycée Bougainville à Bray-Contrebert. Je suis élève de seconde. J'ai une question pour Monsieur Feuillet sur nos aliments sont-ils dangereux? Qu'est-ce qui vous a motivé sur les sujets choisis en fait dans votre livre? Mais je vais d'abord faire une petite remarque, si je peux me permettre. J'ai été un tout petit peu déçu au cours des derniers mois d'avoir qu'il y ait eu si peu de questions venant des lycéens. J'ai compris qu'il y avait 1500 lycéens qui avaient travaillé ce livre. On a reçu très peu de... Enfin, moi, et j'ai l'impression que mes collègues également, quand on voyait les camps, très peu de questions. Et c'est un peu dommage parce que parfois il est difficile de parler en public, hein, on le comprend bien. C'est plus facile à travers un petit mail. Et bon, ça a été un petit peu mon regret de cette expérience passionnante. Hein. Voilà. Bon, votre question. Les questions, c'est celles qui m'ont semblé devoir mériter le plus de clarté. Je prends un exemple, par exemple, sur le lait. Sur le lait, j'ai un petit chapitre, est-ce que le lait c'est dangereux? Quelque chose comme ça. Quand j'entends dire aujourd'hui, véhiculé par quelques personnes en nombre très limité, quelques médecins en nombre très limité par rapport à l'ensemble des spécialistes de la nutrition, dire qu'il est dangereux de boire du lait, et que ce message est répercuté dans les médias, d'égal à égal, parce que vous avez constaté comme moi que lorsqu'il y a un débat, il y a un, et on oublie de dire combien il y a de personnes derrière ceux qui parlent. Et dans le cas du lait, est-il dangereux? Il y a une personne qui parle, il y en a 10 derrière. Dans l'autre, il y en a une qui parle, il y en a des milliers derrière. Ça n'a pas le même poids, mais on ne s'en rend pas compte. Et quand j'entends dire qu'il est dangereux de boire du lait, et quand on sait à quel point il est dangereux de ne pas en boire, notamment pour les jeunes, pour les adolescents, pour les femmes, pour des raisons de santé, je dis, mais ce n'est pas possible de laisser ces messages. Donc voilà une question que j'ai voulu traiter. Mais donc j'ai choisi des questions qui étaient un petit peu vives, sur lesquelles il m'a semblé nécessaire d'apporter des éclairages, parce que les messages qui pouvaient être émis me semblaient avoir des effets un petit peu négatifs sur l'évolution de notre société et sur la manière de s'alimenter. Voilà. D'accord, merci. Oui. Okay. Pour Monsieur Étienne maintenant, pourquoi avoir fait ce livre? Pourquoi avoir fait ce livre? Écoutez, c'est une bonne question. J'aime écrire. Et je fais des conférences depuis presque 30 ans. Et en fait, j'ai appris à trouver les mots simples pour dire les choses. C'est un exercice très intéressant. Et de l'écrit, de l'oral, je suis passé à l'écrit. J'étais extrêmement mauvais en français à l'école, si bien que je suis allé au collège technique, vous voyez, donc certificat d'études, collège technique, CAP d'ajusteur. Et là, il y a un prof de maths qui m'a sorti de là, qui m'a dit, mais vous pouvez faire le bac, quoi. Donc je suis rentré au bac, puis j'ai fait médecine, vous voyez, donc j'ai un CAP d'ajusteur, j'ai fait médecine, j'étais toujours nul en français. Je me suis rendu compte que j'étais dyslexique. Enfin, je reviens à votre question. Et j'aimais la réflexion en français, mais le résultat devait être pitoyable, quoi. Je n'ai pas relu les rédactions qu'on faisait, mais ça devait être mauvais. J'étais dernier tout le temps, vous voyez. Et en fait, l'oral, en conférence, c'est quelque chose que je préférais, m'a amené à trouver des mots simples pour exprimer les choses. C'est un travail de metteur en scène, la pédagogie. C'est trouver les mots simples, si vous voulez, qui tout d'un coup réveillent l'attention sans dénaturer le contenu ni le propos. Et j'ai trouvé assez passionnant de faire de la pédagogie. Et ce livre, comme les précédents, c'est un travail de pédagogie. Et de faire des choses simples à partir de phénomènes complexes, c'est un travail qui vous impose de tout lire. Et donc, je suis passionné par les sciences de la vie et de la terre, donc j'en lis sans arrêt, je regarde et j'essaye toujours de passer au tamis les choses, essayer de trouver les grandes tendances. Nous avons en commun d'appartenir à l'Académie des technologies, et l'avantage, si vous voulez, ça recrute des gens qui sont dans le concret.
effectivement. Et donc, le travail que j'ai fait tout le temps, essayer de trouver des mots simples, compréhensibles, qui ne dénaturent pas, qui ne sont pas extravagants. Donc, et ce livre est une démarche dans ce sens aussi. Et donc, ça ne touche pas que l'alimentation qui est évoquée ici, ça touche aussi l'énergie, ça touche dans plein de domaines. D'accord, merci. Mais je vous encourage à écrire, parce que c'est l'écriture qui stimule la pensée. Parce que quand vous envoyez une carte postale, bonjour mamie, on a vu, je sais pas, la cathédrale de Chartres, c'était super, vous n'avez rien dit. Mais si vous commencez à écrire pourquoi ça vous a ému à un certain moment, vous allez devoir trouver les mots pour le faire. Et c'est un travail qui aide à la construction mentale. J'ai trouvé quelque chose que l'on ne faisait pas assez, mais de décrire effectivement qu'est-ce qui s'est passé en vous, ou qu'est-ce que vous avez envie de dire, c'est un travail colossal. Juste, j'en profite encore un peu, j'ai parrainé les thésards du Muséum d'histoire naturelle. Alors, ils étaient 60, et il y avait des thèses sur l'articulation de la 4e patte arrière du scarabée doré. Donc, enfin, c'est pour vous donner une idée des noms de thèses. Et donc, la majorité disait, mais avec ça, je ne vais pas trouver du boulot. Et je leur ai dit, mais essayez à partir de cet énoncé très compliqué et très scientifique, très distant par rapport à la préoccupation quotidienne, d'expliquer ça à vos amis, à votre famille, ce sur quoi vous travaillez. Et de manière à ce qu'ils le comprennent, ça vous aidera tout d'un coup à inscrire le travail que vous avez fait sur la 4e patte du scarabée doré dans l'activité générale. Et donc, le travail de réflexion, je défends un petit peu ce système-là parce que j'étais tellement exclu de l'écriture à un moment donné dans ma jeunesse que je me suis rendu compte qu'en y revenant, c'était un outil extraordinaire qui permet effectivement de structurer sa pensée. Je peux répondre à votre question, moi aussi. Parce que je voudrais rajouter 2 choses. D'abord, je viens de découvrir, je savais qu'on avait en commun d'être à l'Académie des technologies. Je ne savais pas que nous avions en commun d'être aussi nuls en français que lorsque nous étions à l'école. Parce que j'ai été au moins aussi, sans doute encore plus nul que toi, hein, probablement. Ce qui donne plein d'espoir. Hein. Ce que je voudrais rajouter, c'est que quand on s'exprime oralement et surtout par écrit, on écrit quelque chose et on se dit, mais qu'est-ce qui me permet d'écrire cela ? Il y a des idées comme ça toutes faites dans les secteurs là, qui nous occupent aujourd'hui. Et donc on les répète. On dit voilà, je vais encore être un peu taquin avec la FAO. Je m'en excuse. Hein, oui, on se reverra. La FAO... ou plutôt la responsable d'un des services qui s'occupe des forêts. Donc on dit la FAO, non, c'est la responsable d'un des services qui s'occupe des forêts. Nous explique que tous les jours, 2 milliards d'habitants se nourrissent, les mots ont leur poids, d'insectes. Ce n'est pas qu'ils mangent ou qu'ils grignotent, non, ils se nourrissent. Alors, tiens, bah, ça c'est intéressant, donc je vais écrire ça. Tout d'un coup, on se dit, attendez, mais comment se nourrir, ça veut dire qu'avec des insectes, ils trouvent leurs 2200 calories par jour, qu'ils trouvent leurs protéines, leurs glucides, leurs lipides. Puis tiens, mais dans les insectes, il n'y a vraiment pas de glucides digestifs, donc comment c'est possible ? Donc, le fait d'écrire et de reprendre, c'est dire tout d'un coup, mais j'écris ça, mais est-ce que ça a le moindre sens d'écrire ça ? Donc on travaille, on va chercher des informations, on regarde, tiens, des insectes, quelle est la composition biochimique des insectes ? Et tiens, on voit qu'il y a 20% de protéines, qu'il y a 85% d'eau dans les larves, qu'il n'y a pas de glucides digestifs, celle qu'il y a, c'est les carapaces, ça ne se digère pas, qu'il y a des protéines qui sont de qualité correcte mais pas exceptionnelles. Donc, ah ben non, il doit y avoir quelque chose de faux là-dedans. Donc on change sa phrase. Et au lieu de se nourrir, on dit mange ou grignote ou se fait plaisir en mangeant. Voilà. C'est cet exercice-là dans l'écriture qui est extrêmement riche parce qu'il force à être aussi exact et précis que possible et à ne pas déformer la réalité. Et ça, c'est d'une richesse inimaginable, de même que lorsqu'on est... Toutes les questions que vous allez continuer à poser, là, il n'y a jamais une question qui ne vous interpelle pas. Parce que bien, on se dit, mais c'est vrai, je vous ai dit ça, mais pourquoi ? Alors on répond un peu en vasouillant, hein, pour ne pas rester idiot. Et puis dès qu'on est chez soi, on reprend ses bouquins ou son Internet et dit, ah ben oui, tiens, et on a gagné quelque chose parce qu'on a trouvé la véritable réponse qu'on n'a pas vraiment donnée. Donc écrire, c'est formidable. Merci. Merci. Ah, on avait encore une question. Bonjour, moi je m'appelle Rachel. Voilà.
C'était pour Jean-Louis Etienne. On se demandait à quel public votre livre était-il destiné? Mon livre donc s'adresse à ceux qui savent lire. J'ai essayé le plus possible d'être simple, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et certains sujets sont un petit peu complexes. Je parle de quelque chose qui s'appelle l'énergie nucléaire dans ce livre, en essayant de donner des outils de réflexion. Souvent, ce qui mène la danse aujourd'hui dans la réflexion sur le futur de l'énergie, c'est l'idée de la pensée pure, si vous voulez, mais l'énergie, c'est de la physique. C'est une bonne pensée, certainement, mais c'est une pensée structurée, c'est de la physique, si vous voulez. Et donc, j'ai essayé sans arrêt de trouver les mots pour le dire, les mots simples pour le dire, de manière à ce que ce soit compréhensible pour le grand public. Ce n'est pas du tout un ouvrage à destination des scientifiques, bien sûr. Je me suis servi des scientifiques, et ce que vous disiez à l'instant, Internet est très riche, mais effectivement, il faut toujours recouper les sources, effectivement, pour avoir une trame vraie. Oui, et c'est vrai que je remarque que c'est une question qui est beaucoup revenue en fait dans les quelques questions qui ont quand même été posées sur l'espace d'échange qu'on a mis en place en ligne pour permettre les échanges entre les lycéens et les auteurs. Souvent revenait la question, mais pourquoi avoir écrit ce livre? Qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire ce livre? Donc, en fait, on se demande un peu, eh bien, vous, comment est-ce que vous avez reçu les livres? Est-ce que vous vous êtes dit immédiatement... Bien, mais pourquoi un homme comme ça écrit tel livre? Est-ce que le choix des thèmes vous a étonné? Ou est-ce que c'est plutôt la démarche ou la façon d'écrire? Enfin, si vous avez envie de réagir là-dessus, c'est aussi le moment. Je prends la parole. Le livre que j'écris n'est pas un livre militant, voilà ce que je voulais dire. Je ne défends pas une idée, j'essaye d'amener une information qui permet au lecteur de se faire une idée plus juste. Moi, j'ai trouvé le livre de Monsieur Etienne très intéressant. J'ai beaucoup aimé la façon comment c'était montré comme discours. Franchement, j'ai bien aimé. Mais parce que je partage aussi certaines idées sur le développement durable. C'est pour ça que je suis quand même dans un lycée agricole. Je veux savoir pourquoi... comment on pourrait faire plus tard pour améliorer les choses sur le développement durable, l'écologie, tout. Voilà. Vous savez, les questions environnementales, elles sont tombées sur les adultes il y a quelques décennies. Et c'est tout d'un coup une réflexion qui a eu... ça a pris du temps pour commencer à ensemencer les esprits et se rendre compte effectivement de notre puissance sur la Terre et qu'il était absolument indispensable de changer notre comportement. Ce que j'ai évoqué tout à l'heure de ce triangle de l'écosystème Terre est un canevas de réflexion. Mais pour être dans une pensée, je dirais, positive, on va dire, c'est que la notion de fragilité environnementale est quelque chose qui a ensemencé tous les esprits à peu près sur Terre. Je voyage pas mal et partout on se pose la question effectivement de l'impact de l'homme sur Terre. Donc le mouvement est enclenché si vous voulez. Donc la solution, ça ne va pas arriver comme ça. Si, je ne sais pas, le président des États-Unis ou le pape, pour parler de personnes puissantes, pouvait changer les choses, il y a longtemps qu'il l'aurait fait. Ça concerne l'humanité tout entière. Et à partir du moment où ça concerne l'humanité tout entière, ça concerne surtout chacun des individus. On ne peut pas changer globalement comme ça d'une façon rapide, mais c'est à chacun d'individu de prendre part au changement. Et donc, vous aurez un rôle à jouer, peut-être un rôle de parent, un rôle politique, un rôle industriel dans votre activité agricole. Et donc, c'est chacun qui doit prendre sa part, si vous voulez, dans l'action. Mais le mouvement est enclenché, on veut dire. On aimerait souvent, tout d'un coup, être soulagé à l'idée de se dire, ça y est, on a trouvé la solution idéale, mais ça ne va pas arriver comme ça. On entre dans une vigilance permanente, vous voyez, parce que les actions que l'on met en œuvre sont tellement puissantes, si vous voulez, qu'on doit avoir une vigilance quasi constante. Et donc, l'avenir environnemental vertueux, on va dire, va être la somme d'une multitude d'actions
mais d'une vigilance quasi constante, quoi. Ça ne va jamais être un repos, on ne va pas atteindre le paradis, vous voyez ce que je veux dire, l'équilibre, c'est en fonction de ce que l'on va inventer, mais il y a des nouvelles technologies aujourd'hui, c'est prodigieux. Regardez la radio de votre grand-père, peut-être, qui était un gros poste radio comme ça à lampe, qui utilisait beaucoup de matière. Après, il y a eu le transistor, et maintenant, on arrive à faire des postes de radio avec les nanotechnologies qu'on grise dans le creux de l'oreille. Donc, on arrive à faire des grandes choses avec moins de matière, avec moins d'énergie. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui est enclenché. Là, encore une fois, la voiture de votre grand-père devait consommer peut-être 25 litres au 100. Aujourd'hui, on arrive à faire des voitures qui consomment 3 litres au 100. Donc, il y a une pensée du progrès qui va dans le sens de l'amélioration des choses. On va prendre... Oui, une autre question peut-être, la jeune fille. Oui. Ongomo Alabet du lycée agricole de Gignac. Alors ma question concerne et M. Jean-Louis Etienne et M. Pierre Fayet. J'aurais voulu savoir, en tant qu'écrivain, et en fonction du thème choisi, donc de l'alimentation, quelles étaient vos espérances en termes de communication entre vous et vos lecteurs? Bon, déjà, les lecteurs, on n'en a pas beaucoup, vous savez, quand on écrit un livre. Hein. Je crois qu'un éditeur qui, alors sauf peut-être comme des personnalités comme Jean-Louis Etienne, mais si on arrive à 5000, c'est un succès souvent. Hein. Et quand je vois que M. Balladur a fait 800, ça console. En fait, c'est moins les lecteurs. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à travers un livre comme ça finit par arriver quelquefois dans une médiathèque, sur le bureau d'un responsable industriel, d'une association de ceci ou de cela. Et on vous invite à une soirée en face d'un public très varié, ou dans un lycée. Donc en fait, ce n'est pas des lecteurs qu'on a surtout, à travers le livre, des auditeurs, et donc un dialogue direct avec une salle. Moi, ce livre m'a donné l'occasion de beaucoup d'invitations à parler devant le monde universitaire ou lycéen, devant le monde des entreprises et devant le citoyen lambda. J'ai demain une conférence, j'en ai une autre dans un milieu industriel, j'en ai une autre dans 15 jours à une médiathèque qui n'est pas loin d'ici, à Tismons. À la rentrée, il y a des élèves, il y a les anciens élèves d'HEC. En juillet, c'est la mairie de Ploufargan qui m'a demandé de venir, etc. Donc, le livre, les lecteurs, je ne sais pas ce qu'ils en pensent, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, c'est le dialogue, l'occasion de rencontrer du monde, de parler, et ça, c'est absolument extraordinaire. Moi, j'aime bien m'exprimer, et j'aime bien la contradiction, j'aime bien le débat. Je ne suis jamais énervé par quelqu'un qui n'est pas d'accord, sauf s'il devient tellement militant, parce que ça arrive parfois, qu'il occupe totalement la discussion. Hein. Il est dans un monde où il n'accepte pas une idée différente, il prend le débat, il sait que, définitivement que, tout ce que l'on dit... il y a les radios aussi qui vous invitent. Et moi, j'ai entendu un jour quelqu'un... Comment ce monsieur ose dire que... Ben oui, j'ai osé. Je suis désolé, hein, j'ai osé. Donc, voilà, à travers les conférences, plus qu'à travers la lecture où il y a guère de retour. Hein. Mais c'est probablement pas la même chose. C'est bien. Deux petites questions, Patrice Lepage. La première à Jean-Louis Etienne, c'est est-ce que c'est possible en quelques mots de montrer comment ceux qui demain vont faire des métiers du vivant sont concernés par le travail que tu fais sur la question de la glace, sur la question de la fonte des glaces polaires, et y compris peut-être sur la question des fameux courants circumpolaires? Première question. Et deuxième question à Pierre Fayet, c'était une question sur quel est selon lui ce processus contemporain qui fait qu'à chaque fois qu'une chose est posée, les OGM, le lait, je ne sais pas quoi, on est systématiquement convoqué à prendre parti pour ou contre, sans jamais avoir de phase préalable qui consiste à essayer de comprendre ensemble. Ça, c'est pour... Je réponds à la première question sur le climat, et puis je laisserai à mon voisin la réponse sur la deuxième question, d'accord? Ah oui, il vaut mieux, oui.
Effectivement, je fréquente beaucoup les régions polaires, et donc quand on fréquente le pôle Nord ou le pôle Sud, on est forcément confronté à une réalité, c'est que la glace fond. Et si la glace fond, ça veut dire que le climat se réchauffe. Il y a eu une mauvaise interprétation du mot réchauffement climatique, parce que le concept de réchauffement climatique est quelque chose de très populaire. De quoi les gens parlent-ils quand ils se rencontrent? Salut, salut, comment ça va? T'as vu le temps qu'il fait? Donc c'est la santé et le climat. Ce sont les deux principaux sujets de discussion de personnes qui se rencontrent. Et donc effectivement, on a froid, on dit, tu as vu, il caille vraiment, et on nous raconte qu'il y a du réchauffement climatique. Donc il est divin, c'est d'associer réchauffement climatique à ce qui se passe à l'heure actuelle. On s'est trompé sur les mots. Il y a une augmentation du bilan thermique de la Terre. C'est-à-dire que la planète s'est réchauffée de 0,8 degrés en un siècle. Moins d'1 degré en un siècle, on va dire 1 degré en un siècle. C'est imperceptible, si vous voulez, c'est une valeur moyenne. C'est imperceptible. 1 degré, c'est absolument imperceptible. Regarde la différence de température entre le jour et la nuit, entre l'été et l'hiver. On ne peut pas percevoir un réchauffement de 1 degré de moyenne. Donc, ce n'est pas quelque chose que l'on perçoit. Et d'avoir associé, si vous voulez, ce bilan thermique de la Terre qui s'accroît petit à petit à un mot du réchauffement climatique, c'était effectivement donner la parole aux climato-sceptiques. Donc, premièrement, donc c'est quelque chose que l'on ne peut pas percevoir. C'est une valeur scientifique qui est mesurée. Alors, ce réchauffement climatique, ce bilan thermique de la Terre qui s'accroît, va avoir des conséquences sur les équilibres climatiques. Pour être simple, le climat, c'est l'échange entre la chaleur que la Terre reçoit en permanence aux tropiques. En permanence, la Terre reçoit de la chaleur aux tropiques, et elle va l'échanger avec les deux pôles froids, le pôle Nord et le pôle Sud. Et pour ça, la Terre, elle a deux fluides, comme nous avons deux fluides caloriporteurs. Elle a les courants atmosphériques rapides, qui conditionnent, on va dire, la météo, et les courants océaniques, qui sont plus garants sur la durée des échanges entre les régions tropicales et les régions polaires. L'exemple que l'on connaît tous, c'est le Gulf Stream, qui amène la chaleur de la Caraïbe vers le Groenland, si vous voulez. Donc voilà, ce sont ces deux. Alors la machine climatique, c'est ça. Il est évident qu'aujourd'hui, surtout en Arctique, c'est au nord, le nord se réchauffe beaucoup plus que toutes les surfaces de la Terre. Pourquoi? Parce que l'Arctique change de couleur. C'était une zone, l'Arctique, c'est le nord, c'est le grand nord. Là-haut, c'était une zone qui était la majorité du temps blanche, parce qu'il y avait la neige sur le continent, il y avait la glace sur l'océan Arctique. Et donc le blanc, comme vous savez, réfléchit le rayonnement solaire. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de zones d'eau libre sur l'océan Arctique, donc il est sombre, et la neige disparaît beaucoup plus tôt et apparaît beaucoup plus tard sur les zones désertiques du Grand Nord. Et donc, ce sont devenus des capteurs. Donc le permafrost fond, il fond de plus en plus profond, et l'océan Arctique se réchauffe, et la glace disparaît petit à petit. On perd des frigories, si vous voulez, et le problème, c'est qu'on va avoir moins de frigories à exposer aux calories tropicales. Donc on a des accumulations de chaleur dans les zones tropicales et dans les zones tempérées. Et donc une accumulation de chaleur se libère en faisant des tempêtes tropicales ou aujourd'hui davantage de cyclones. Un cyclone, c'est une libération brutale et massive de chaleur accumulée à la surface de l'océan. Et ça se passe à la Caraïbe. Pourquoi? Parce que les alizés qui poussent en permanence la surface de l'océan, c'est chaud en surface, l'océan, ça se réchauffe. Et donc les vents alisés poussent ces eaux chaudes vers la Caraïbe, si vous voulez. Donc on a des accumulations de chaleur, d'eau chaude vers la Caraïbe. Et donc ça fait de plus en plus de cyclones parce qu'on a moins à offrir de frigories aux calories tropicales. Je suis simple, mais je l'ai fait valider par des spécialistes. C'est un mécanisme qui est exactement ce qui se passe, si vous voulez, d'une manière simplifiée. Donc on va vers du changement climatique. On va vers davantage de chaos climatique, on s'en aperçoit. Le cyclone en est un, si vous voulez. Et puis peut-être on va avoir davantage de nébulosité avec l'évaporation, donc de nuages. Et peut-être il va faire moyennement moins chaud, si vous voulez, dans un contexte de réchauffement global. Donc on va vers du changement climatique. C'est un mot qui convient tout à fait. Et dans votre métier, vous allez effectivement, pour revenir à la question, être exposé à ces changements climatiques. Là, je ne peux pas prévoir l'avenir, mais il est évident qu'on va progressivement vers du réchauffement climatique. Si j'ai juste un conseil à vous donner, mais ça vous le savez peut-être, l'eau est quand même essentielle à la vie des plantes, si vous voulez, et aujourd'hui on a quand même des moyens d'arrosage. J'ai pu me documenter sur les économies de l'eau en mettant, et ça se fait, le goutte à goutte qui se fait de plus en plus, et qui effectivement
Il faut l'installer tous les ans, c'est vrai, surtout quand on moissonne, on ne va pas couper tous les bouts de plastique, mais c'est quelque chose, par exemple, qui va être amené à être utilisé dans votre domaine, et peut-être il y aura des plantes qui vont changer. Il n'y a pas que les plantes, il y a des insectes aussi qui vont changer. Il y a une migration vers le nord. Pour ceux qui seront à la pêche, il y a une migration, ce n'est pas le cas, mais en fait, il y a une migration vers le nord d'espèces qui étaient des espèces tropicales ou de zones tempérées qui montent vers le nord puisque les eaux se réchauffent. Effectivement, en altitude aussi, vous avez une végétation qui monte de plus en plus graduellement. Alors on dit de temps en temps que comme le permafrost fond, comme ça se réchauffe dans l'Arctique et comme la chaleur monte en latitude, peut-être que ça va augmenter les surfaces agraires. On va pouvoir cultiver du blé beaucoup plus au nord. Ce n'est pas encore prouvé. Donc vous êtes dans une zone de transition, effectivement, qui va vous demander de la vigilance par rapport à ces questions-là. Question bien embarrassante. Je vais essayer d'y répondre parce qu'il me semble pas l'essentiel. Et puis ensuite, on pourrait tirer un tas de fils et puis en parler pendant des heures. Je pense que à la base de ce qui crée la suspicion à tout ce qui est nouveau dans le système de l'alimentation, c'est que, du moins en France et dans beaucoup de pays développés, le consommateur ne sait plus d'où viennent ces aliments, comment ils ont été fabriqués, quels sont les différents processus de transformation qu'ils ont subis avant d'arriver par leur assiette. S'ils sont inquiets, ce n'est pas parce que les aliments sont intrinsèquement plus dangereux pour leur santé, c'est bien le contraire. Quand autrefois, je prends l'exemple du lait, au début du XXe siècle, on s'approvisionnait en lait dans la crèmerie du coin qui elle-même avait reçu des gros, je trouve plus le petit mot, les gros pots de lait qui arrivaient d'un grossiste et qui arrivaient lui-même de la ferme et qui faisait qu'en France, il y avait tous les jours 10 enfants qui mouraient empoisonnés par le lait qu'ils avaient bu. Tous les jours, 10 enfants. Imaginez qu'aujourd'hui, il y en ait un seul, qu'on sache quelle est l'entreprise qui est responsable de cet empoisonnement et de la mort d'un nourrisson. Mais l'entreprise, elle va mourir presque instantanément sous la pression médiatique. Regardez l'histoire du cheval, hein, qui était pas très correcte, mais qui n'a tué personne. Hein. Spanghero est pratiquement rayé de la carte. Hein. Bon, ils avaient qu'à faire attention, on me dirait, mais enfin quand même. Je dirais que ce qui inquiète aujourd'hui fondamentalement, on ne sait plus d'où viennent nos aliments, comment ils sont fabriqués. Et je crois, et je leur ai souvent dit, que l'industrie alimentaire a sa part de responsabilité. Pourquoi ? Parce que si vous regardez les publicités, tout ce que nous vend l'industrie alimentaire, c'est naturel. Les petits pots au chocolat de Nestlé, de la laitière, c'est fabriqué comme au XVIIe siècle, comme la laitière de Vermeer, hein, vous avez vu ? Et il y a une autre société, et puis on peut la citer, puisqu'elle communique là-dessus, la société Brossard, qui fait des gâteaux type 4 quarts. Et c'est des gâteaux nature. Puis vous regardez la composition, ce n'est pas totalement nature. Donc l'industrie alimentaire veut nous faire croire que tout ce qu'elle fait est naturel, et je crois qu'elle a tort. Elle devrait nous expliquer comment elle opère, que l'industrie alimentaire est une industrie de haute technologie, qu'elle fait appel à des technologies très perfectionnées, très contrôlées, qu'elle a des techniciens et d'ingénieurs de très haut niveau, et vous en ferez partie, certains d'entre vous probablement, et au lieu de nous raconter des fariboles sur le caractère naturel de leurs produits. Alors quand un jour la filière alimentaire acceptera de dire que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est très sûr parce qu'on fait appel à de la technique, qu'il n'y a qu'un produit sur lequel on a vraiment communiqué sur la technologie, c'est le lait ultra haute température, UHT. C'est pratiquement le seul produit que vous trouvez dans les grandes surfaces où on a marqué la technologie, UHT, ultra haute température. Vous n'en avez pratiquement pas d'autres. Vous avez quelques petits exemples, mais pratiquement pas d'autres. Et puis en même temps, il y a des espèces de confusion, on ne va pas rentrer, mais on ne sait plus d'où vient l'alimentation, donc il y a quelque chose de nouveau, ils vont encore nous entuber, je refuse, je mets en question, j'interroge, et voilà. Une communication pas sincère, si je peux dire. Merci beaucoup. Tu peux dire un truc là ?
je parle pour vous avec votre avenir, on a dans notre pays souvent sous-estimé dans l'apprentissage l'économie, la valeur des choses, savoir défendre le prix de ce que l'on fait. On n'a pas été formé à ça souvent, on se penche sur la qualité du produit que l'on fait et on n'est pas formé à la vente et à l'industrialisation. Je l'ai vu au fur et à mesure que j'ai monté des projets, je me suis rendu compte que j'étais un piètre vendeur et effectivement se renforcer mentalement sur la qualité de ce que l'on fait, parce que les entreprises qui viennent d'être évoquées, qui sont des grandes entreprises, ont des super vendeurs. Et dans votre métier, vous êtes une multitude de petites entreprises et vous aurez affaire à des super acheteurs. Un œil sur les ventes, 2 yeux sur les achats. Ça, c'est la devise de la grande distribution. Et donc, effectivement, je pense que vous êtes formés à ça au lycée, mais effectivement, vous êtes soumis à des pressions de lobbying, à des pressions de centrales d'achat et autres. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais effectivement, c'est important que cette nouvelle génération se familiarise avec la valeur de ce que vous faites, c'est essayer de se renforcer, de coopérer de manière à effectivement être mieux armé dans le futur pour défendre vos projets. Je le vois sur mes projets. Moi, je passe mon temps à chercher des moyens à vendre, entre guillemets, mes projets pour trouver des financements. On a aujourd'hui en face de nous plus des ingénieurs d'entreprise qui disaient « ce projet il est intéressant parce que ceci, cela », puis il y avait un enthousiasme. Aujourd'hui, on n'a que des gens qui ont fait des grandes écoles de commerce et qui sont devenus des super acheteurs dangereux qui commencent premièrement par déprécier ce que vous faites en disant « ça ne sert pas à grand-chose, ce petit relais ». Voilà. Donc, je pense que c'est important dans la vie de se former. On a l'impression qu'on mérite quelque chose. Et il y a une phrase que j'aime bien en anglais, « In business, you don't get what you deserve, you get what you negotiate ». Dans le business, vous n'obtenez pas ce que vous pensez être bien, ce que vous pensez être ce que vous devriez recevoir, mais vous recevez ce que vous négociez, effectivement. Et dans votre métier, c'est quelque chose qu'il faut extrêmement bien protéger. Et je terminerai par, il y a un mot dans les écoles où je vais, on me demande où d'ailleurs, est-ce que vous avez un message? Pour moi, le seul message, c'est persévérer. Vous avez fait un choix aujourd'hui, et il est fragile par moments parce que vous vous demandez où est-ce que vous allez, est-ce que votre travail est menacé, est-ce que ceci, est-ce que je vais pouvoir faire les choses? Si vous avez au fond de vous une conviction, une envie, il faut persévérer. Moi, je vous évoquais ce parcours que j'ai eu, effectivement, si on fait la somme de ce que j'ai fait, on a l'impression que je vais d'une réussite à l'autre. J'ai des vallées de doute, de désert qui sont absolument immenses. De doute, je me dis, qu'est-ce que j'ai fait encore comme choix? Est-ce que je peux continuer? Mais je persévère sur la trajectoire et les récompenses, elles ne viennent effectivement, les moments de bonheur dans le travail ne viennent qu'effectivement dans cette persévérance. Mais la vie n'est pas un long fleuve tranquille, donc persévérer, c'est le seul conseil que j'ai à